Bien. Grand 2. Preuve en algorithmique. Donc, comme d'habitude, je me contredis instantanément. Petit 1. Parce que c'est pas marrant sinon. Voilà. Petit 1, preuve de finitude. Donc en gros, ce qu'on va explorer aujourd'hui, je vous rappelle qu'un algorithme, c'est une méthode systématique de résolution d'un problème en un nombre fini d'étapes et en un temps humainement acceptable. Je prends cette définition à l'envers. On a parlé du temps humainement acceptable avec la complexité, d'accord ? Et maintenant, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut prouver qu'un algorithme se termine en un nombre fini d'étapes. Alors, premier truc avant de commencer dans des choses plus théoriques, la preuve de finitude n'a d'objet que si votre algorithme met en œuvre une boucle de type tant que, d'accord, de type while. Une boucle for se termine quoi qu'il arrive, vous parsez un objet de taille finie, d'accord, et si vous n'avez pas de boucle, vous lisez toutes les lignes une par une et puis vous finissez par arriver au bout, d'accord. Donc ça, c'est un truc important avant de continuer, d'accord. Cette preuve n'est nécessaire, ou en tout cas cette preuve est non triviale, uniquement si vous avez un while dans votre algorithme, d'accord. Uniquement si on a un while dans l'algorithme. Donc en fait, l'idée est la chose suivante, il faut prouver que chacun des while dans un algorithme finit par se terminer. D'accord ? Voilà. Donc il faut prouver que chaque while se termine quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, ceci porte un nom, ça s'appelle la preuve de finitude. D'accord. Ceci s'appelle preuve de finitude. Alors, les preuves de finitude, c'est hyper simple, c'est toujours la même structure, et en fait, les preuves de finitude ne font intervenir qu'un seul théorème, ou en tout cas, que des versions différentes d'un unique théorème, qui est, alors je vais vous donner la base, qui est la suivante. Donc, il n'existe pas de suite à valeur dans Z, strictement croissante majorée, ou strictement décroissante minorée. D'accord ? Ceci n'existe pas. Voilà. Donc le théorème maître, c'est ça. Théorème de base. Il n'existe pas de suite à valeur dans Z qui soit strictement décroissante minorée ou strictement croissante majorée. Voilà. Théorème maître sur l'épreuve de finitude. Est-ce que tout le monde comprend le sens de ce théorème ? D'accord ? En gros, je vous rappelle qu'une suite, c'est un nombre infini de termes, d'accord ? Sinon, c'est une séquence, d'accord ? Si ça s'arrête au bout d'un certain temps. Donc, le principe est relativement simple. On peut faire la démonstration relativement vite. Vous prenez une suite à valeur dans Z, d'accord ? Donc, ça signifie que U0 est un nombre entier, d'accord ? On va prendre le premier. On va supposer que cette suite est strictement décroissante, d'accord ? Voilà. Ça signifie donc qu'à chaque étape, au minimum, vous descendez de 1. D'accord ? Donc, si cette suite est minorée, on va supposer qu'il existe un minorant, par exemple grand M.
Ça signifie en fait qu'au bout de U0 moins M étape, vous atteignez forcément, vous avez forcément dépassé M. Donc, elle n'est pas minorée, vu qu'à l'étape d'après, vous allez passer en dessous. D'accord ? Tous les mots sont importants, en particulier le strictement. Si vous oubliez le strictement, ça marche très très bien. La suite constante, qui vaut 1 tout le temps, est une magnifique suite décroissante et minorée. D'accord ? Mais elle n'est pas strictement décroissante. D'accord ? Donc, le principe plus physique, c'est que si vous avez une suite à valeur dans Z, vous finissez toujours par vous cogner au plafond si elle est strictement croissante, ou vous cognez par terre si elle est strictement décroissante. Une version faible de ce théorème, c'est qu'il n'existe pas de suite à valeur dans dans n strictement décroissante. N étant un ensemble structurellement minoré. Voilà. Donc, l'idée est relativement simple des preuves de finitude. On fait donc deux choses. On va donc raisonner en général par l'absurde. D'accord ? On va donc en général supposer que l'algorithme ne se termine pas. Et on va trouver un truc qui s'appelle un variant de boucle. Un variant de boucle, c'est une quantité entière, strictement variable, enfin strictement monotone plus exactement, donc soit strictement croissante, soit strictement décroissante, et où on va montrer que si l'algorithme ne s'arrête pas, alors cette quantité est forcément majorée ou minorée, chose qui est une contradiction puisque ce truc-là n'existe pas. Donc ce truc-là s'arrêtera bien au bout d'un certain temps. Donc, le principe des démonstrations est le suivant. On trouve alors ça c'est une définition, un variant de boucle V indice K, d'accord, entier et strictement décroissant, strictement monotone, pardon. Strictement monotone. Alors, là j'ai emprunté pour faire des remarques de rédaction. De manière très générale, petit k désigne le numéro de boucle en partant de 1, 0 désignant la valeur que vous avez avant la boucle. D'accord ? Donc je sais que c'est en contradiction avec la numérotation en K que j'avais prise dans le télé de la semaine dernière, mais je n'avais pas du tout aimé cette numérotation. Donc je recolle un peu les billes. Donc en général, K numérote les étapes à partir de 1. K égale 0 est la valeur avant la boucle si elle est définie, parce que des fois c'est pas défini quand on n'est pas rentré. D'accord ? Et en général, on prend par convention les valeurs à la fin de la boucle. D'accord ? Je vais donner un exemple trivial. D'accord ? Donc, i égale 0, while i inférieur à 57, d'accord, i plus égale 2. Je fais pas un truc incroyable, on est d'accord ? Okay. Donc, ici, si je fais un tableau avec i et k, alors pour k égale 0, que vaut i ? 0. Pour k égale 1, il va valoir 2. Pour k égale 2, il va valoir 4, etc. etc. D'accord ? IK ressemble quand même magiquement à un magnifique variant de boucle. D'accord ? Vous voyez bien que c'est une grandeur qui est strictement croissante à valeur entière. D'accord ? Donc ici, IK est un variant de boucle. Donc, mis à part ces quelques conventions qui est que 0 définit ce qu'on pourrait appeler en maths l'initialisation, et qu'ensuite vous comptez les boucles 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire là pour le coup naturellement, d'accord ? Ça se passe très bien. C'est bon là-dessus sur les variants ? C'est pas mortel en général.
Donc ensuite, une fois qu'on a isolé un variant de boucle, eh bien en fait, on va faire un raisonnement par l'absurde. On suppose que l'algorithme ne se termine jamais. Le variant de boucle constitue donc une suite strictement croissante, enfin strictement monotone à valeur dans Z. Et on prouve que le fait que l'algorithme ne s'arrête jamais, majore ou minore, votre variant de boucle, ce qui fait de VK une suite strictement croissante à valeur dans Z majorée, ce qui fait que ça ne marche pas, terminé, au revoir. D'accord. Donc on raisonne ensuite par l'absurde. Par l'absurde, on suppose que l'algo ne se termine jamais. Jamais. Et on montre que le variant de boucle VK, K appartenant à N, est une suite à valeur dans Z, bornée. Et une suite à valeur dans Z, bornée et strictement monotone. Ce qui est une contradiction, et donc terminé, l'algorithme se termine. On va le faire sur cet exemple-là pour voir comment ça marche. D'accord. Donc je reprends mon exemple de tout à l'heure. I égale 0, while I strictement inférieur à 57, I plus égale 2. D'accord. Ici, si je fais une démonstration simple, vous êtes toutes et tous avec moi là. Donc je suppose que l'algorithme ne se termine pas. D'accord. Donc, si l'algo ne se termine pas, donc déjà la suite IK, K appartenant à N, est donc une suite strictement croissante à valeur dans Z. On est d'accord là-dessus? Donc là, vous regardez l'algo. Hein. Vous partez de 0, vous faites que des additions d'entiers, vous faites un plus égal 2 à chaque fois. D'accord. IK est strictement croissante à valeur dans Z. Première chose. Et puisque l'algorithme ne se termine pas, ça signifie que ce truc-là restera toujours vrai. D'accord. Et donc, quel que soit K, IK est inférieur strictement à 57. On a donc une suite strictement croissante à valeur dans Z, majorée, ce qui n'existe pas. Donc, contradiction, c'est terminé. D'accord. Contradiction. Donc, l'algorithme se termine. Ce sera jamais plus compliqué que ça. La seule vraie difficulté en vrai, c'est de trouver le bon variant de boucle. D'accord. Majoritairement, ce sera que des trucs de ce genre-là. Vous avez un while avec un truc qui monte pleine balle. Il y a quelques algorithmes où ça va être pénible. En fait, vos algorithmes compliqués sur le sujet, ça va être l'algorithme de Kleene. Où en fait, à chaque fois, vous avez un truc qui décroît, mais c'est pas aussi trivial que plus machin, et ce truc-là est minoré par 0. Donc, même problème. La dichotomie, où en fait, c'est la différence entre deux variables de l'algorithme qui décroît strictement. C'est soit l'une, soit l'autre qui descend à chaque fois. Enfin, soit l'une qui monte, soit l'autre qui descend, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Et je pense que pour Dextra l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, cette année, pardon, c'est avec moi, je pense que pour Dextra, la démonstration de finitude n'est pas exigible, en tout cas proprement. Quoi. On sent bien que ça va finir par marcher, mais c'est ça l'idée. D'accord. Ouais. Et si on a une boucle qui a la valeur dans... Ah bah, si tu as un truc à valeur dans R, bah, ça peut ne pas se terminer. Non, ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas dit que tous les algorithmes se terminent. Juste, il faut prouver qu'ils se terminent. Si on prouve qu'ils se terminent, ça signifie donc qu'il y en a où on fait n'importe quoi. Je peux t'en donner un, je peux faire la même et mettre 1 sur i ici, par exemple. Dire 1 sur i strictement positif. Ah, d'accord, si je fais ça et que je mets strictement positif, bah, ce truc-là ne se terminera littéralement jamais. Tout simplement parce qu'en fait, ici, ce qui m'intéresserait... En fait, là, j'ai un truc strictement croissant, mais a priori, c'est pas majoré. Je me dis, ah oui, je suis con, donc je vais prendre comme variant de boucle 1 sur i. Sauf qu'un sur i manque de pot n'est pas à valeur dans Z. Et que donc le théorème n'est pas applicable. Et d'ailleurs, ça se voit, ce truc-là ne s'arrête jamais.
puisque 1 sur i n'est jamais nul. Fun fact beaucoup plus rigolo, tu peux faire un truc marrant comme ça. D'accord? Vous voyez la subtilité? Cet algorithme peut ne pas se terminer. Parce qu'en fait, il peut rater 58 par arrondi. Littéralement. D'accord? Donc là, avec un égal dans les entiers, j'utiliserai un autre théorème. Alors ça, c'est un théorème subtil. Si vous avez une suite qui est incrémentée à chaque fois du même pas, alors vous finissez forcément par croiser dans les entiers U0 plus K fois P, quoi qu'il arrive. Autrement dit, si vous, par exemple, si vous prenez un nombre, si vous partez de 0 par exemple, et que vous l'incrémentez de 2 à chaque fois, vous allez croiser tous les entiers pairs. Donc là, je peux prouver que l'algorithme s'arrête. Là, l'algorithme, a priori, ne s'arrêtera pas. Tout simplement parce que les arrondis avec les flottants te garantissent que dalle. D'ailleurs, a priori, celui-là, il faut voir comment Python gère le bordel, mais avec un peu de bol, il ne s'arrête pas, quoi. Passe à travers, quoi. Et il va tomber sur 57.999 ou 58.001, et il va juste faire... au revoir. Ouais. Il va le rater tout le temps, ou si on le fait plusieurs fois, Non, ça dépend des erreurs... Non, il va rater tout le temps. Il va rater tout le temps. S'il le rate une fois, il le ratera tout le temps. Par contre, j'ai aucune garantie que là, ça va pas marcher. Ça dépend comment il va gérer les arrondis dans cette histoire. Si ça se trouve, ça va bien se passer. Puis ça se trouve, ça se passera pas bien, tu vois. Un truc qui est sûr, c'est que si je fais genre 0,9, enfin si je fais genre 1.1, et que tu vois, je fais l'espèce d'arrondi comme ça, machin truc, je suis sûr que ça va finir par rater au bout d'un certain temps. Voilà. Là, je prends un exemple au pif, j'en sais rien, faut que je teste. Si ça se trouve, ça se passera correctement. On sait pas. On est d'accord sur l'épreuve de finitude? C'est vraiment pas dur. L'épreuve de finitude, c'est pas mortel. C'est bon, c'est fait. Petit 2, si je ne me trompe pas, donc. La deuxième preuve que vous devez apporter, qui est la preuve finale, c'est l'épreuve de correction. D'accord? Alors, l'épreuve de correction, c'est beaucoup plus difficile à faire. Petit 2. Alors, l'épreuve de correction, c'est difficile à faire parce qu'il faut trouver un truc qui s'appelle un invariant de boucle, cette fois. Donc là, ce qu'on a trouvé, c'était un variant de boucle, c'est un truc qui change à chaque fois. Et là, en fait, on va chercher un invariant de boucle. Un invariant de boucle, c'est un truc qui a une double propriété. Alors, on va faire diverses choses. La première chose, c'est que la preuve de correction se fait toujours après la preuve de finitude. C'est pas la peine de prouver qu'un algorithme marche s'il ne s'arrête pas. D'accord? Donc, la preuve de correction se fait toujours tout à la fin. En tout cas, après la preuve de finitude. Autrement dit, on sait qu'il existe un nombre d'étapes grand N au bout duquel l'algorithme se termine. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ceci se fait après la preuve de correction, la preuve de finitude. Et donc, on sait qu'il existe un grand N positif ou nul, tel que, en fait, l'algorithme, plutôt, tel que la énième étape soit la dernière. D'accord? Oui. on peut prouver que l'algorithme fonctionne même si ça arrête pas. Non, justement, en fait, on ne le fait pas. Voilà. Donc c'est pour ça que ça se fait après. Mais dans tous les cas, si on voudrait faire avant, on ne pourrait pas ça. En fait, le problème, c'est que tu es souvent obligé d'avoir le grand N. Et donc, pour garantir que ce grand N existe, il faut avoir fait la finitude. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un ordre logique dans ces histoires. Oui. C'est n strictement inférieur à 0. Non, positif ou nul, avec un peu de chance, ton algorithme s'arrête tout de suite. Donc on rentre pas dans la boucle. Tu vois, il y a des cas, je sais pas, tu prends par exemple, si tu fais l'algo que j'ai mis là tout à l'heure avec i égale 58 dès le départ, pouf, voilà, c'est terminé. D'accord. Donc ça, c'est plutôt simple. Donc c'est un positif ou nul pour encaisser le fait que le 0 puisse être la dernière étape. L'idée est la chose suivante, on va donc chercher un invariant de boucle. Un invariant de boucle, c'est une propriété, donc c'est pas une valeur, c'est une propriété
qui reste vrai étape après étape. Modulo la variation de K. Donc c'est une propriété qui peut dépendre de la valeur de K. Mais en fait, un variant de boucle, c'est un truc conceptuel un peu difficile, c'est une séquence de propriétés. C'est un peu comme une suite. Vous avez P0, P1, P2, P3, etc., etc. Et ces trucs-là doivent être tout le temps vrais. Ça, c'est la première condition. Ça s'appelle un invariant de boucle, puisque la propriété reste vraie d'une étape sur l'autre. Deuxième truc, P de grand N doit être le but de l'algorithme. D'accord ? Grosso modo, ça vous dit pourquoi vous avez raison de faire un return ce truc-là. D'accord ? Et ça, une fois que vous avez fait ça, vous avez prouvé l'algorithme. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, la preuve nécessite de trouver ce qu'on va appeler, j'ai plus de verre, un variant de boucle, un invariant de boucle, pardon, un invariant de boucle que j'appelle P indice K, tel que pour tout K appartenant à 0 grand N, PK soit vrai, et P de N corresponde au but de l'algorithme. Vous commencez à retrouver un pattern que vous connaissez probablement. À votre avis, quelle est la mécanique qu'on va utiliser pour prouver que PK est vrai à toute étape? Effectivement, on va utiliser en général une récurrence sur K, d'accord, avec une rédaction de récurrence que vous n'avez jamais croisée, parce que vous faites des récurrences sur des suites et pas sur des séquences. Donc vous, en fait, on va devoir... Alors, je n'ai jamais vu dans les concours depuis 10 ans une démonstration de correction, d'accord, donc je ne vais pas y passer des siècles non plus. Une démonstration propre de correction. En général, c'est genre, est-ce que ça, c'est un invariant de boucle? Est-ce que ça marcherait si on faisait des démonstrations? D'accord. Vous, en général, ce que vous écrivez, c'est que vous essayez de prouver que pour tout K appartenant à grand N, le truc est vrai. D'accord. Sauf qu'ici, ce sera pour tout K atteint par l'algorithme. Donc pour K appartenant à un intervalle... Non, ça n'a rien à voir avec la récurrence. Arrêtez avec la récurrence forte. Je sais pas ce que vous avez avec la récurrence forte. Ça n'a rien à voir avec la récurrence forte. On est d'accord, la récurrence forte, c'est pas ça. C'est quoi la récurrence forte? C'est de supposer, voilà. La récurrence forte, c'est simplement que vous plantez des rosiers à coups de pelleteuse, quoi. Mais ça change rien, je veux dire, c'est le même principe. C'est juste que vous êtes obligé de supposer. Donc là, en fait, ce que vous allez supposer, c'est qu'il existe un cas appartenant à 0, n-1, tel que PK est vrai. Et vous allez prouver que PK implique K plus 1, pour que K plus 1 soit à l'intérieur du bon truc. Ça, c'est la récurrence normale. Récurrence forte, c'est vous supposez que quel que soit K appartenant à 0 n-1, PK est vrai. D'accord. Voilà. Oui. Inclus. Inclus puisque Pn doit être vérifié. Enfin, cette propriété doit baver. D'accord. Donc, cela étant, les démonstrations de correction, si vous voulez faire ça hyper proprement, c'est ultra chiant à écrire. C'est vraiment très pénible, justement parce qu'on doit bricoler le truc machin, d'accord. Donc, en toute rigueur, la démonstration se fait par récurrence sur K. P de 0 est en général une propriété triviale. Et P de n est le but de l'algorithme, d'accord. Donc, on fait en général une démo par récurrence. Alors, si vous avez envie de faire la récurrence forte, vous avez le droit. Hein. Il n'y a aucune différence. Enfin, ça, monsieur Lévy, vous avez dû en discuter, je suppose. En général, quand on fait la récurrence et la récurrence forte, il y a toujours un ou une élève qui est là en disant pourquoi on ne prend pas la récurrence forte à chaque fois. Qui est la question de dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la cuisine à coup de bombe nucléaire à chaque coup. Bah, parce qu'on n'est pas des brutes, d'accord, quand même. Mais dans le principe, vous pouvez toujours faire de la récurrence forte en lieu et place de la récurrence normale. J'espère que vous avez pigé ça quand même, parce que ça revient au même, littéralement. Si la récurrence marche, la récurrence forte marche, vu
vu le mécanisme de Pac-magnitude du problème, quoi. D'accord. D'accord, voilà. Donc, si vous voulez faire la récurrence forte parce que vous êtes des brutes épaisses, faites de la récurrence forte parce que vous êtes des brutes épaisses, quoi. Qui peut le plus, peut le moins, quoi. D'accord. Mais bon, en général, c'est un peu de truc un peu subtil. Donc, en général, on fait une démonstration par récurrence. Donc, P0 est en général trivial. Mais trivial au sens, genre, aucun intérêt, quoi. D'accord. Et puis ensuite, on suppose PK pour K appartenant à 0, n-1 vrai. Et on montre que PK implique PK plus 1. Donc, soulignez bien ce n-1, parce que sinon PK plus 1 n'est pas défini. Puisqu'a priori, vous n'allez pas après à l'étape n, d'accord? Donc il y a même plein d'algorithmes où vous ne pouvez pas le faire, parce que justement, vous allez genre sortir du truc, ça sera plus défini, etc. etc. Donc c'est juste la subtilité par rapport aux maths. En général, en maths, vous prenez, je ne sais pas comment vous rédigez ça, vous dites, on prend un cas dans n tel que PK, et ensuite, je ne sais pas comment M. Lévy veut rédiger ça, c'est pas, on suppose qu'il existe K en général, et ils ont une façon un peu plus expéditive de... Ouais, vous dites, on prend K tel que PK, on prend K dans Z tel que PK, et on montre que PK implique PK plus 1. Bon. Donc voilà. Là, la seule différence, c'est qu'il faut se restreindre, parce que ce n'est pas une propriété qui va se propager comme une suite, mais comme une séquence. Donc à un moment donné, vous allez vous arrêter. C'est juste ça. Encore une fois, je n'ai jamais vu aucun sujet de concours où vous me demandez de faire une telle démonstration, depuis 10 ans. Donc globalement, je ne vous en demanderai pas non plus au sens formel. Dire, est-ce que ce truc-là pourrait être un invariant de boucle, est-ce que ça marche? Oui. Rédiger la démonstration de façon complètement formelle, non. C'est ultra chiant, c'est ultra long de faire un truc comme ça, d'accord? Parce qu'en général, c'est un algo, c'est mal présent. Enfin, voilà, c'est pas fait pour ça, quoi. Donc, vous êtes obligé de définir tout. Alors, on appelle IK la valeur de I à la fin de la boucle K, en précisant bien que K égale 1. C'est-à-dire, vous êtes obligé de tout représenter. C'est pas comme dit, comme quand en maths, on vous définit une suite où l'encapsulage de la suite vous donne toutes les définitions bien foutues. Là, vous êtes obligé de vous coltiner déjà une demi-page de qu'est-ce que vous appelez K, qu'est-ce que vous appelez la valeur K, qu'est-ce que vous appelez machin. Enfin, voilà, c'est long, d'accord? Donc, c'est ça le principe. Je vais vous montrer un exemple sur l'algorithme de Kleene, par exemple, d'accord? Mais on ne va pas le rédiger complètement, on va juste essayer de prouver cette histoire-là, d'accord? Donc, pour moi, c'est le paradigme. Exemple, Euclide. Euclide, vous connaissez l'algorithme de Kleene? C'est ce que c'est? Oui. Le but, effectivement, est de trouver le PGCD de A et de B, d'accord? Donc, je fais un petit rappel. On cherche le PGCD de A et de B, d'accord? Et on sait que le PGCD de A et de 0, ça vaut 1. Disons que pour un 0 pour un plus grand diviseur, c'est un peu gênant. D'accord? Et on sait que le PGCD de A et de 0, c'est égal à A. Le plus grand commun diviseur de A et de 0, c'est A. D'accord? Oui. Ah, moi j'appelle ça le PGCD, le plus grand commun diviseur, mais c'est vrai que... Vous appelez ça PGDC, vous? Non. Mais je suis d'accord avec toi que ce commun est bizarrement placé, je valide. C'est vrai que moi je dis PGCD parce que c'est plus grand commun diviseur, ça fait un peu classe. Mais c'est vrai que plus grand diviseur commun, c'est un peu plus 21e siècle, quoi. Mais tout le monde appelle ça le PGCD, qu'est-ce que tu veux. C'est comme le PPCM, c'est le plus grand commun multiplicateur et pas le PPMC, quoi. Oui. Bah non, puisque... Oui. Oui. J'ai eu un bug là, mais il m'a fait bugger, hein. J'étais là genre oui c'est vrai que... Ah non, c'est le plus grand en fait, ouais, ça, d'accord. C'est le plus grand, enfin c'est le plus grand qu'on cherche là, en l'occurrence. D'accord, voilà. Donc ça c'est votre condition d'arrêt. L'algorithme de Kleene est un algorithme non trivial. Si vous n'avez pas fait l'arithmétique, encore une fois, ça n'a pas été évident pour vous, a priori. D'accord? Donc en gros, l'algorithme de Kleene, je vous rappelle, vous faites def Euclide de A et de B, d'accord?
Et vous dites que grosso modo, tant que B est strictement positif, d'accord, vous calculez le reste de la division euclidienne de A par B. Vous dites que A prend la valeur de B et que B prend la valeur du reste. Et vous enchaînez comme ça. D'accord? Voilà l'idée. Donc, on va essayer de regarder, là je vais le faire, je ne vais pas le rédiger complètement, on va essayer de comprendre un peu les diverses choses, d'accord? En particulier la preuve de finitude et la preuve de correction. La preuve de finitude, donc moi ce qui va m'intéresser ici, c'est de mettre en évidence un invariant de boucle et un variant de boucle, sans me coltiner la démonstration complète. Pour le variant, ça va être assez simple, pour l'invariant, ça va être un peu plus, enfin bon, c'est pas compliqué, mais... Donc, déjà, preuve de finitude. À votre avis, qu'est-ce qu'on va... Donc, on va faire ça, finitude. Donc, pour moi, ce que vous devez savoir faire, c'est trouver un variant de boucle, et en expliquant pourquoi c'est un variant de boucle. D'accord? Et puis après, c'est terminé. Quel est, à votre avis, le variant de boucle ici? Ouais. B, c'est pas mal, effectivement. D'accord? Tout à fait. Finitude. Donc, BK est un variant de boucle. Pourquoi? Ouais. Alors, je ne suis pas d'accord avec cet argument. L'algorithme va être mal fait, en fait. Ça se trouve, mon algorithme, il est pourri. Et ma condition d'arrêt, elle est naze. Donc, bien sûr, la condition d'arrêt, si votre algorithme est bien fait, vous raconte quel est le variant de boucle. Parce qu'effectivement, c'est ça que vous avez envie de choper. Mais méfiez-vous comme la peste de ça. Ça se trouve, j'ai fait une connerie avec mon algorithme de Kleene. Peut-être même que je l'ai fait exprès. Parce que je suis un mec méchant. Voilà, et fourbe. Donc voilà. Oui. L'itération, la valeur de D, Elle change, mais changer, ça suffit pas. Quand celle de R, on sait que R, elle est strictement décroissante. La valeur dans Z. Pourquoi strictement décroissant? Parce que pour le reste. Et donc? Non, pour le reste. Ouais. Le reste, forcément, plus petit que B. La démonstration n'est pas aussi simple que ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Donc, il y a des choses triviales. Déjà, ça vous raconte que si vous prenez l'algorithme de Kleene en mettant deux flottants là, ça ne marchera pas. En tout cas, vous n'arriverez pas à le prouver. Donc ça vous contraint votre algorithme en disant qu'en fait, là, on parle pour l'instant que d'entiers. D'accord? À partir du moment où vous avez des entiers, ce truc-là est à valeur dans Z. D'accord? Et donc après, toutes vos variables sont à valeur dans Z. Pas de problème majeur. Ensuite, effectivement, en fait, ce qu'il faut prouver, c'est que BK plus 1 est strictement plus petit que BK. D'accord? Mais ça, c'est plutôt normal, parce qu'en fait, BK plus 1, c'est tout simplement en fait RK plus 1. D'accord? Voilà. Et RK plus 1, c'est le reste de la division de A par BK. D'accord? Qui vaut en fait AK divisé par BK. Et effectivement, votre connaissance de la division euclidienne vous raconte que le reste est toujours plus petit, strictement, que le diviseur. Et là, effectivement, vous prenez donc que BK plus 1 est bien strictement plus petit que BK. Pas de problème. Vous voyez que c'est pas trivial, en fait. Enfin, c'est pas un moins 1... Ok? Truc extrêmement pénible. Ça vous raconte qu'il existe un grand N tel que l'algorithme se termine. Donc là, on a bien un variant de boucle. Pas de problème. Hein. Donc voilà, en fait, bon, si on le fait autrement, hein, d'accord? Donc, si on fait ça avec les notations, on a donc BK plus 1. Est-ce que déjà, vous êtes toutes et tous d'accord que BK plus 1, c'est RK plus 1? D'accord? Puisque BR, à la fin, ont la même valeur. D'accord? Et RK plus 1, c'est en fait la valeur initiale de A divisée par la valeur initiale de B. Et la valeur initiale, c'est la valeur finale de la boucle d'avant. Vous commencez à voir les jongleries dans ces histoires-là? D'accord? Mais ça va, c'est pas mortel. Mais... Donc ça, c'est AK sur BK. On est d'accord? Donc, quel que soit K, BK plus 1 est inférieur strictement à BK. Le quel que soit K est justifié. Vous avez si vous faites une rédaction complète, vous avez supposé que l'algorithme ne se terminait pas. Vous avez donc un quel que soit K appartenant à Z. On est d'accord? Ça veut dire que BK est une suite à valeur dans Z strictement décroissante. Et comme l'algorithme ne se termine pas, elle est minorée. D'accord? Ça n'existe pas. Terminé, au revoir. On est d'accord là-dessus sur la finitude? Comme je le disais, donc voilà.
que je vous raconte dans cette histoire, et ça c'est la puissance des maths quand même, ceci vous raconte qu'il existe un grand n tel que l'algorithme se termine, vous n'avez aucune idée de la valeur de n. Ça peut être n égale 0, d'accord, si b vaut 0. Ça peut être n égale 1 si a et b sont premiers entre eux, d'accord, etc., etc. Je veux dire, c'est l'algorithme d'Euclide, c'est hyper dur d'évaluer la complexité. Vous êtes d'accord que si vous connaissez grand n, vous connaissez la complexité en fait. Mais là, j'ai aucune idée de la complexité de l'algorithme d'Euclide. C'est d'ailleurs pas du tout simple, en vrai. En gros, ça dépend essentiellement du nombre de facteurs communs que vous avez entre vos deux trucs au départ. Jusqu'à quand vous allez finir par tomber sur des trucs premiers entre eux. En fait, il faut juste épurer les facteurs premiers dans votre décomposition. Donc on est parti sur la finitude et sur la correction. Bah en fait, ce qui est génial pour le coup, c'est que l'algorithme d'Euclide utilise littéralement une propriété que vous allez voir en maths. C'est qu'en fait, le PGCD de A et de B, c'est égal au PGCD de B et du reste de la division euclidienne de A par B. D'accord? Donc en gros, ce qui est hyper intéressant, alors on va l'écrire. Si on veut vraiment la faire proprement, la propriété à l'étape K, c'est que le PGCD de AK et de BK, à la fin de l'étape, c'est égal au PGCD initial de A et de B. C'est ça votre propriété PK. Autrement dit que vous gardez dans votre couple AB au fur et à mesure qu'ils évoluent la même valeur du PGCD. Donc, si on essaye de comprendre pourquoi c'est invariant de boucle, bah en fait, c'est pas extrêmement compliqué. Donc déjà, est-ce que P de 0 est vrai? Tout le monde est d'accord que P de 0 est vrai? C'est trivial. Ça vaut quoi A0 et B0? Ben, ça vaut A et B. Donc forcément, le PGCD de A0 et B0, bah, c'est le PGCD de AB, parce que le PGCD de AB, c'est un peu le PGCD de AB. Quand je dis que c'est trivial, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas une propriété, c'est juste écrire un truc complètement, une tautologie quoi, dans cette histoire. D'accord? P0 est vrai, parce que le PGCD de A0, B0, c'est tout simplement le PGCD de AB. Voilà. Et ensuite, en fait, le PGCD de AK plus 1, BK plus 1, c'est égal à quoi? Donc c'est égal au PGCD, et là vous regardez l'algorithme, AK plus 1 c'est qui? C'est effectivement BK, d'accord? Et BK plus 1, non c'est ça, c'est AK, reste de la division euclidienne par BK. On est d'accord? Voilà. Et ça, vous avez une propriété en maths qui vous raconte que ça, c'est le PGCD de AK et de BK. C'est ce que vous allez voir un jour. Après, ça se prouve, hein. C'est pas, si vous voulez le faire à la main, j'ai pas le temps et ça m'emmerde, mais... Non, mais monsieur, vous allez faire ça avec monsieur Levic, vous allez faire de l'arithmétique. Vous l'avez pas encore fait, le... Non, mais enfin, ça va arriver, quoi. Et donc, en gros, vous avez prouvé que votre propriété se propage par récurrence. On est d'accord? PK est vrai, donc si PK est vrai, PK plus 1 est vrai. Et ce qui est intéressant, parce qu'en fait, une fois que vous avez fait ça, c'est pas tout à fait fini. Il faut jamais oublier de finir. Que vaut P grand N? P grand N, c'est le PGCD de quoi et de quoi? Donc, à l'arrivée de la valeur de A et de B lorsque votre algorithme se termine. Or, l'algorithme se termine quand B vaut 0. Donc, grosso modo, c'est le PGCD de A grand N, B grand N, c'est-à-dire le PGCD de A grand N et de 0. Et donc, il n'est pas fini mon algo là. Il y a un return. On est d'accord, je ne l'ai pas mis là. Et ma preuve de finitude me raconte que je dois retourner. Parce que c'est quoi le PGCD de A grand N et de 0? Bah, c'est A grand N. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je retourne pour que mon algorithme soit correct? Bah, A grand N, ça n'existe pas, mais c'est la valeur qu'a A tout à la fin de mon algorithme. Donc, si je veux compléter mon algo, il me faut un return A ici.
Et donc j'ai bien raison de retourner A à la fin, si je l'avais fait au départ. Ou bah, je fais la preuve, parce que je ne sais pas trop ce que je vais retourner à la fin. Et ma preuve me raconte que c'est la valeur de A que je vais retourner à la fin. Vous voyez comment ça marche, cette histoire? Donc faites attention, n'oubliez pas qu'il faut toujours faire cette étape-là pour justifier que vous retournez bien le bon truc. D'accord? Et en général, ça vous raconte que c'est bien l'algo, c'est ce qui vous intéresse, etc., etc. Vous voyez comment ça marche sur Euclid? C'est probablement les démonstrations de finitude et de correction les plus compliquées que vous aurez à faire. Ça va. D'accord? On ne tue pas. Sachant que on les démontre en général même moins que ça. On est au clair sur l'algorithmique. Donc la semaine prochaine, on va s'intéresser à tous les algorithmes linéaires que vous avez. Alors, je vais faire un retour sur tous les algorithmes linéaires que vous êtes censés savoir coder. D'accord? Voilà. Mais je vous demande d'essayer de le faire à partir en fait, grosso modo, je vous demande de travailler. Voilà, ça va être simple. Je vous ai donné le TD03 d'informatique qui est la reprise du TD court. Donc vous constatez en particulier qu'au début de ce TD, vous avez à recoder maximum, minimum, moyenne, variance. On est d'accord? Et peut-être écart type si j'avais envie de vous faire apporter la racine, mais c'est pas l'écart type n'est pas super intéressant. Ceci constitue les 4 algorithmes que vous devez savoir coder sans aucune forme de problème. Coder un maximum, coder un minimum, c'est vraiment des trucs hyper basiques que vous devez savoir faire sur le bout des doigts. D'accord? Donc pour la semaine prochaine, les 2 groupes concernés, puisqu'on aura fini le cycle aujourd'hui avec le groupe 2, vous devez savoir coder ces algorithmes au minimum. D'accord? Je vous rappellerai ça ce week-end dans mon petit mail hebdomadaire. D'accord? Mais a priori, voilà ce que vous avez à faire pour la semaine prochaine. Et on commencera à passer à des algorithmes plus compliqués.